Dystopia. Un monde gagné pour la technique et perdu pour la liberté. Bernanos. Claude Janvier, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes heureux de vous recevoir une nouvelle fois. Dans cette émission, nous parlerons de votre nouveau livre, Les Démasqués, publié chez K.A. Éditions. Il s'agit d'une compilation synthétique des méfaits du mondialisme. Est-ce que c'est une bonne présentation? Ah bah oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est une bonne présentation, tout bon. Vous avez tout bon tous les deux là. Alors, dans ce livre, vous abordez tous les aspects du système mondialiste, les aspects économiques, sanitaires, écologiques et familiaux. Vous nous décrivez la manière dont le mondialisme est structuré, et c'est justement l'objet de notre première question. Vous nous décrivez un système dans lequel la concurrence est un leurre et où quelques groupes, BlackRock et Vanguard en tête, décident de l'appui et du beau temps économique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette domination financière? Absolument. Alors, de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux grands fléaux dans cet univers. Au niveau de la Terre, de notre planète Terre, il y a deux grands fléaux. Le premier étant la finance internationale et le deuxième étant les réseaux pédocriminels. Alors souvent ils marchent ensemble, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pédocriminalité ailleurs que dans l'élite financière, et malheureusement il y en a aussi. Mais disons que ce sont de toute façon, ça marche un peu ensemble quand même. Et ce sont les deux grands fléaux, donc il faut absolument combattre sur cette planète si on veut que les choses s'améliorent. Alors, effectivement, le premier chapitre de mon livre, j'attaque direct sur la finance internationale. Et j'attaque direct donc sur les trois grands géants aujourd'hui de la finance internationale qui s'appellent donc BlackRock, Vanguard et State Street. C'est vrai que depuis quelques décennies, le paysage de la finance internationale a complètement changé. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que il y a des milliards de dollars en jeu. Le premier grand géant financier, c'est donc BlackRock. BlackRock, c'est quoi? C'est un fonds d'investissement. Alors, c'est quoi un fonds d'investissement? En fait, c'est une entité qui prend des parts dans des sociétés, non pas pour les faire fructifier d'ailleurs les sociétés, ni pour les améliorer, mais en fait, c'est pour mieux leur pomper les bénéfices. En fait, le but est complètement différent. C'est-à-dire qu'on peut avoir des parts dans une société et aider à sa prospérité, et on peut avoir des parts dans une société et la pomper derrière à la façon d'un vampire. Et c'est exactement ce que fait BlackRock. Je parle de la deuxième option, bien entendu. Alors BlackRock, c'est quoi? C'est 4000. Aujourd'hui, il gère à peu près 4900 milliards de dollars, ce qui est quand même assez énorme. Et en 2028, selon les prévisions, ils géreront à peu près 20 000 milliards de dollars. Ça veut dire que ils auront des actions où ils seront quasiment propriétaires ou tout au moins actionnaires de la quasi-totalité des entreprises sur la planète. Excepté peut-être quelques entreprises. Alors je parle des grosses entreprises, là, bien sûr. Hein, je parle pas des petites, des moyennes et petites entreprises. Je parle des grandes. Hein. Excepté peut-être donc ils géreront la quasi-totalité, comme je viens de le dire, et excepté peut-être quelques entreprises russes et chinoises, du fait que l'hégémonie du dollar est en train de s'écrouler. Donc ça peut être revu. Mais en tout cas, pour l'heure, voilà à peu près où on en est avec BlackRock. Alors il faut savoir que BlackRock est propriétaire aujourd'hui de tous les médias américains. Il est propriétaire de la quasi-totalité avec une participation hein, de la quasi-totalité des entreprises occidentales, asiatiques aussi d'ailleurs, mais un peu moins quand même au niveau de l'Asie. Alors quand je dis qu'ils sont propriétaires, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont tout racheté. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment ça marche. C'est-à-dire que BlackRock, admettons, achète 15% des parts d'une grande société. Et on se dit, on peut se dire, oui, avec 15% des parts,
Ils sont pas les maîtres du jeu. En réalité, si, parce que déjà en droit américain, c'est complètement différent du droit français. Ça veut dire qu'en droit américain, vous pouvez avoir 15% des parts et agir beaucoup plus que quand vous avez 15% des parts au niveau des lois françaises. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vu les sommes colossales qui sont en jeu, ils sont un peu les maîtres du jeu. Je vais prendre un exemple simple pour que tout le monde puisse comprendre. Admettons une entreprise X, une grosse entreprise, hein, bien sûr, réunion un beau jour du conseil d'administration avec son PDG et un émissaire de BlackRock est là, puisque BlackRock a des participations dans cette entreprise. Imaginons le PDG qui dit « Ah, moi, cette année, voilà, pour cette année, les buts et objectifs, on va aller dans cette direction. » À ce moment-là, si l'émissaire de BlackRock dit « Bon, écoutez, oui, on comprend, mais nous, ce qu'on veut au niveau de BlackRock, c'est d'aller dans cette direction. » Et alors, à ce moment-là, le PDG, il a deux choix. Soit il dit non, auquel cas l'émissaire de BlackRock va dire « Très bien, monsieur, nous allons donc retirer notre participation. » Et à ce moment-là, le PDG, il se dit « Ah oui, mais alors s'ils retirent leur participation, ils retirent leurs capitaux. Donc, comme il s'agit de milliards de dollars, mon entreprise va vaciller. » Donc, à ce moment-là, le choix du PDG, il reste à peu près dans les clous. Il se dit « Bon, d'accord, ok. Vous avez décidé que les buts et objectifs, c'est d'aller effectivement par là. Eh bien, alors, on va aller par là. » Voilà comment BlackRock tient dans sa main la quasi-totalité des entreprises dans lesquelles il est actionnaire. C'est un point important à comprendre parce qu'on s'imagine pas comment ça peut fonctionner, tous les rouages, etc. En plus, bon, BlackRock, c'est 5000 ordinateurs branchés en réseau. 5000 ordinateurs quand même, branchés en réseau, gérés par donc 2000 personnes au sein de BlackRock. Alors BlackRock, dans sa totalité, c'est 12 000 personnes, c'est pas si énorme que ça. Et ils ont 5000 ordinateurs, donc branchés en réseau, dans des lieux tenus secrets. On sait qu'ils seraient à proximité des grands fleuves du Mississippi ou du Missouri, l'un des deux. Et alors, ces ordinateurs branchés en réseau, ils ont trouvé un acronyme intéressant qui s'appelle Aladdin en anglais. Ça veut dire Assiette, Liability, et puis après, il y a tous les termes derrière. Mais ça n'a pas été innocent non plus de prendre Aladdin, parce qu'Aladdin, dans le subconscient collectif, tout au moins pour ceux qui connaissent un peu les contes et les contes orientaux, eh bien c'est le fils du tailleur Mustapha, d'un pauvre tailleur Mustapha, et il a une lampe et il frotte sa lampe, Aladdin, et il fait surgir un génie qui lui exaucera tous ses vœux. Alors je trouve ça très très intéressant que BlackRock ait pris exactement, a réussi à prendre le nom d'Aladin alors que c'est un acronyme. Ça aide au niveau du subconscient collectif à faire passer la pilule. Alors le problème de ces 5000 ordinateurs, c'est que ils écrèment la bourse tous les jours, jour et nuit. Il y a la moindre hausse, ils prennent. Donc comme il y a des milliards en jeu derrière, ben évidemment ça écrème, donc ils engrangent le pactole. Dès qu'il y a la moindre baisse, ils font rien, enfin ils se débrouillent. Du coup, ils amassent des fortunes colossales. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, faire du trading correctement au niveau des entreprises, c'est-à-dire normalement, quand on croyait il y a 40-50 ans en arrière dans une entreprise, on pourrait se dire, tiens, je vais acheter quelque part, parce que son produit est viable, parce que je pense que c'est bien, et puis en plus, cette entreprise se porte bien, donc les actions montent, c'est parfait, j'achète. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Vous pouvez avoir à cause de ces ordinateurs, ça ne veut plus rien dire. Ça veut dire qu'à cause de ces ordinateurs, vous pouvez très bien avoir des bonnes nouvelles concernant l'entreprise, mais les actions vont cracher. Alors que de l'autre côté, vous pouvez avoir une entreprise qui se porte pas bien et dont effectivement les produits sont pas terribles et les actions vont monter. C'est à n'y rien comprendre. Effectivement, c'est à n'y rien comprendre parce que derrière, il y a les 5000 ordinateurs de BlackRock qui font la pluie et le beau temps. Donc ça, c'est le géant financier BlackRock numéro 1. Après, il y a Vanguard derrière, qui est le géant financier numéro 2. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant parce que Vanguard, c'est une entité où si on tape sur Wikipédia, on va
effectivement trouver un conseil d'administration neutre, d'ailleurs. On ne sait pas trop qui sont ces gens, c'est des gens en général qui sont diplômés, bien entendu, de grandes écoles de commerce, etc. Mais il n'y a rien qui renseigne sur vraiment qui est derrière Vanguard. Et il faut aller fouiller un peu plus, et en fait on découvre que Vanguard finalement est détenu par 13 grandes familles mondiales qui sont derrière Vanguard. Alors il y en a quelques-unes qui sont très connues du public, comme Rothschild, Rockefeller, d'autres beaucoup moins connues, comme la famille Orsini, la famille Vanderbilt, Dupont de Nemours aussi. Moins de gens connaissent ces grandes familles-là. Et présent aussi dans Vanguard la famille Bush, la famille royale d'Angleterre et quelques autres. Donc, ce qui est intéressant avec Vanguard, c'est que Vanguard, vous ne pouvez pas acheter l'action de Vanguard parce que Vanguard n'est pas coté en bourse. Ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas faire une OPA sur Vanguard, donc vous pouvez acheter 0 action. En revanche, si vous voulez rentrer dans Vanguard, même si vous êtes riche à milliards, il va falloir être coopté par les 13 grandes familles. Donc, soit vous êtes coopté, soit pas. Pour l'instant, ils cooptent personne. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont continuer comme ça, mais pour l'instant, ils cooptent personne. Et ce qui est intéressant avec Vanguard, c'est que Vanguard est actionnaire, en revanche, de BlackRock. Donc, Vanguard a la main mise sur BlackRock. C'est ça qui est intéressant. Donc, Vanguard, c'est énormément de capitaux, puisqu'on est... c'est les 13 plus grandes familles les plus riches du monde entier. Celles dont on n'entend jamais trop parler, à part les Rothschild et les Rockefeller, mais les autres, vous n'en entendez pas vraiment parler. Ils se font très discrets. En général, comme il me plaît à le dire, ils peuvent passer le long d'un mur et décoller le papier peint. Ma foi, famille Orsini, on ne sait pas trop. Bon, ma foi, ouais. En revanche, ils sont très très actifs, puisqu'effectivement, ce sont eux qui contrôlent tous les flux financiers de la planète. Alors directement ou indirectement, mais de toute façon, ils ont la main mise. Et c'est là l'énorme danger, parce qu'en fait, tout vient d'eux, en fait. Alors après, ils ont des valets ultra friqués pour faire, je dirais, le sale boulot. Alors à ce moment-là, c'est qui ces valets ultra friqués, pardon, c'est Bill Gates, par exemple, hein, la fondation Gates. C'est George Soros, que tout le monde connaît, je ne vais pas présenter ici. C'est les GAFAM, le patron des GAFAM, hein, les Google, Facebook, Amazon, etc. Voilà, ça c'est les valets ultra friqués de ces 13 grandes familles richissimes qui, eux, font le boulot. Voilà, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de Gates, on entend beaucoup parler de Soros, on entend beaucoup parler aussi des GAFAM. Hein. Voilà, Facebook, Mark Zuckerberg, on en entend parler. Mais ce sont les serviteurs zélés, effectivement, de cette oligarchie ultra riche. Voilà à peu près comment ça se passe. Et puis le petit dernier en matière le petit dernier entre guillemets, en matière de finance internationale, il s'appelle State Street. Oh eux, ils gèrent, c'est un fonds d'investissement aussi. Hein. Ils gèrent à peine 3000 milliards de dollars par an, donc ma foi, pas grand chose. Alors il y en a d'autres derrière, hein. Il y en a après State Street, il y en a encore deux ou trois comme ça. Mais voilà en essence ce que c'est que la finance internationale. Alors c'est grave parce que ils sont quand même assez tout puissants. Ils ont un tas de fondations soi-disant humanitaires, ils en créent beaucoup, ça leur donne l'impression effectivement, ça donne l'impression aux gens plutôt qu'ils aident la population. En réalité, ils n'aident personne. Et c'est tellement vrai que si on analyse un peu les chiffres, on se rend compte que si c'était vraiment réel, depuis 3-4 décennies, ces monstruosités financières, si c'était vraiment réel, s'ils étaient vraiment altruistes, eh bien, ça fait longtemps quand même que la faim dans le monde, l'illettrisme, la criminalité et la pauvreté auraient disparu, parce que c'est avec des milliards de dollars qui s'échangent tous les jours, il est quand même très facile de mettre en place donc de vrais buts humanitaires et de vrais programmes d'aide aux pays les plus défavorisés. Or, il n'en est rien. C'est-à-dire que chaque année, il y a toujours 9 millions de gens qui meurent de faim dans l'indifférence la plus totale. Et donc, si vraiment, effectivement, ils étaient altruistes, eh bien, on n'en serait pas là, quoi.
Voilà, donc ils ne le sont pas. Voilà, ça c'est et ça, je l'ai évidemment, c'est sourcé, documenté, et c'est dans mon livre. Alors, il y a plein d'autres choses à savoir au niveau de la finance internationale, mais là après, il faudra le découvrir un peu dans le livre, effectivement. Claude Janvier, vous nous avez parlé des principaux acteurs qui composent le mondialisme. Quelle serait, selon vous, la date la plus importante dans la formation de cette oligarchie et pourquoi? Que vous nous avez fait un petit listing des dates principales. Ouais. Bah, alors, la date la plus importante, en fait, bon, c'est vrai qu'il y a une succession de dates importantes, hein, puisque toutes les dates où se sont créées les sociétés dites secrètes discrètes ont été des dates importantes. Mais là où ça a pris vraiment un tour de clé pour enrégimenter la quasi-totalité de la population planétaire, c'est effectivement 2020, avec l'arrivée de cette crise sanitaire, entre guillemets, mais aussi en juillet 2020, souvenez-vous, la publication mondiale, parce qu'il a été traduit dans je ne sais pas combien de langues, du fameux livre de Klaus Schwab et de Thierry Malray, Le Grand Reset. Voilà. Ça, c'est des dates clés, c'est une date clé. Parce que quand on lit Le Grand Reset, et d'ailleurs, je pourrais inviter les internautes qui vont regarder cette émission à le lire, non pas à l'acheter, hein, parce que vous pouvez le télécharger gratuitement. Il est hors de question d'envoyer 1 € quand même à Klaus Schwab. Ça serait pas sympa. Mais en revanche, il faut le lire. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Il est disponible sur Internet. Hein. Mais il faut le lire parce que tout est expliqué dedans. Le plan passé qui a été établi et le plan futur, tout est dedans. Après, si on le lit, on peut pas ignorer qu'il y a un plan, on peut pas ignorer que ça n'existe pas, et on peut surtout pas faire l'autruche. Mais donc voilà, ça c'est une date clé parce que ce livre est sorti effectivement au beau milieu d'une crise sanitaire où quand même, je le rappelle, la quasi-totalité de la population mondiale a obéi à des ordres totalement stupides. Je vais en reciter quelques-uns quand même, histoire de rigoler, mais rappelez-vous, c'est quand même la première fois de notre vie, je parle pour moi, mais pour tout le monde, je pense aussi, suivant les différents âges, où on a dû s'auto-signer à soi-même une attestation de sortie. Monsieur, je peux sortir, s'il vous plaît? J'ai le droit, j'ai la permission. Ça, c'était quand même du jamais vu. Il a fallu quand même subir des couvre-feux totalement inutiles. J'ai toujours pas compris, d'ailleurs, comment un couvre-feu pouvait aider à réfréner la propagation d'un virus, parce qu'en général, la nuit, quand même, les gens dorment quand ils bossent, surtout quand c'est en semaine, ils bossent. Hein. Bon, ils font pas faire la fête à part le samedi soir. J'ai toujours pas compris comment une plage dynamique, on se rappelle tous que les plages dynamiques, à un certain moment, dans l'Hérault, par exemple, ou même partout d'ailleurs en France, on n'avait pas le droit de s'asseoir. C'est impossible de pique-niquer sur une plage. Il fallait sans arrêt bouger. Ça s'appelait les plages dynamiques. Parce qu'en bougeant, le virus était inopérant et dès qu'on s'asseyait, paf, le virus, tout d'un coup, il claquait dans la tête. C'est du grand n'importe quoi. On se rappelle aussi Jean Castex, qui était encore Premier ministre, qui à un moment donné nous a gratifié. Prendre le café debout, c'est interdit. Au comptoir d'un bar, bon, parce que paf, vous prenez le virus. Mais le prendre assis, c'est autorisé. Là, le virus, il passe, rien qui se passe. Il y a eu aussi la déclaration magnifique d'un professeur de médecine qui s'appelait Salomon, qui lui, à un moment donné, je crois que c'était pour le Noël 2020, oui c'est ça, sur une grande radio, il s'est quand même fendu d'une déclaration hautement scientifique et rigoureuse. Papy, mamie doivent aller manger la bubuche de Noël à la cuisine pendant que le reste de la famille prend le repas dans le salon. Wow, ça, si la vache, le gars, je me suis dit, il a fait 10 ans de médecine. Wow, pour nos comptes, une énormité pareille. Enfin, on a eu droit à tout un tas de choses comme ça. On a même eu droit au vaccinodrome, où les mecs, ils arrivaient en voiture, ils soulevaient la vitre et clac, il y avait une infirmière zélée qui leur plantait la seringue dans le bras. Et les gars, allez vous garer là, un peu plus loin. Si vous vous sentez bien, vous repartez. Si vous vous sentez pas bien, vous me le dites.
Ah, fantastique. Et après, on a eu droit aussi aux bus aussi. Il y a des bus dans Paris, c'était marqué le slogan "Ça va, ça vax". Et le tout sponsorisé par Skyrock. Pareil, il y avait des pubs aussi. Allez manger un hamburger, il sera gratuit si vous vous faites vacciner. Oh, mon Dieu. Ah, ma dose de poison pour un hamburger, quel enfer. Voilà, donc ça a été une énorme machine à écraser quand même, à écraser les consciences. Et c'est exactement malheureusement ce qui s'est passé. Et comme par magie, le livre de Malraux et de Schwab est sorti effectivement en juillet 2020 et traduit en français en septembre 2020. Ils n'ont pas perdu de temps. Voilà, c'est pour moi les dates clés, parce qu'on n'avait jamais vu une crise sanitaire, enfin une domination, je dirais, sanitaire de cette ampleur. Et ce bouquin est quand même très, de Malraux et de Schwab, est quand même très, très explicatif. Alors, merci de votre réponse, et elle va aussi nous servir de test sur YouTube, parce que vous avez prononcé le mot interdit, et on va voir en combien de temps notre vidéo va sauter, et si la chaîne va tenir, on y va, on fait le pari. De toute façon, la vidéo sera disponible sur d'autres plateformes, mais on va faire ce test. Bon, d'accord. Alors, donc, maintenant, autre question. Dans une optique un peu plus optimiste, qu'est-ce qui pourrait, selon vous, gripper la machine du mondialiste? Et est-ce que vous estimez que les récents événements géopolitiques, et là, quand je parle des récents événements géopolitiques, je ne parle pas seulement de ce qui se passe actuellement en Palestine, mais je parle aussi de l'élargissement des BRICS. Est-ce que vous estimez que c'est une marche vers un démondialisme, cet élargissement des BRICS, ou alors c'est une autre forme de mondialisme comme peut, par exemple, le soutenir Pierre Hélard? Tout dépend, je dirais, tout dépend un peu des gens, en fait. Tout dépend des êtres humains, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui dirige un pays et qui le dirige en faisant tout son possible pour que le peuple vive bien. Et vous pouvez avoir un dirigeant qui fera tout son possible pour que le peuple vive mal et pour son propre enrichissement personnel. C'est là où tout n'est pas joué. Alors après, c'est vrai qu'effectivement, on est vraiment à la croisée d'un chemin, des chemins. On est entre le monde unipolaire, la guerre en fait, qui se joue aujourd'hui, c'est une guerre entre un monde unipolaire voulu par les USA, l'UE et le Japon et quelques alliés comme Israël, etc., contre un monde multipolaire, qui sont les BRICS, qui, eux, souhaitent quand même s'émanciper de l'hégémonie, et à juste titre d'ailleurs, s'émanciper de l'hégémonie du vieux dollar. Et pour certains dirigeants de ces pays BRICS, on ne peut, si on regarde les faits et si on regarde ce qui s'est passé, si on analyse un peu les actions, on peut très vite se rendre compte que, effectivement, on peut critiquer, par exemple, Vladimir Poutine. Il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais c'est un dictateur, des gna 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 gna. Bon, enfin, moi, je regarde les faits. Je regarde qu'en 1990, dans les années 90, quand le mur de Berlin a sauté, eh bien, ma foi, le PIB moyen en Russie était au ras des pâquerettes. Quand je regarde aujourd'hui où est le PIB moyen en Russie, il est évidemment bien au-dessus de ce qu'il était lors de la chute du mur de Berlin. Donc, il n'y a pas photo. Le pays, il est parti de là et il est monté comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'il est quand même bien dirigé quelque part. Alors, je dis pas que le dirigeant est un saint. De toute façon, personne n'est un saint en ce bas monde. Hein. Je veux dire, celui qui se targue de l'être, je pense que il serait très présomptueux. Mais je sais faire la différence entre un dirigeant qui va essayer d'œuvrer pour le bien-être de son pays et celui qui va pas le faire. Alors après, on peut analyser la même chose, c'est chez le président chinois, chez Xi Jinping. Il y a plein de gens qui me disent, oui, mais la Chine, mon Dieu, c'est terrible, le crédit social à la chinoise et blablabla. Bon.
pas faux. Il y a un petit problème de crédit social dans les grandes villes chinoises, je dis bien les grandes villes, hein, surpeuplées chinoises, qui ne s'opère pas dans le reste du pays. Ensuite, seconde analyse, on ne peut pas gérer un pays d'1,8 milliard d'habitants comme on va gérer un pays de 4-5 millions ou même de 67 millions d'habitants comme la France. Il est bien évident que ça ne se gère pas tout à fait de la même façon. Ensuite, c'est pareil, si on prend le PIB moyen d'un Chinois lors de la prise de pouvoir de Mao Tse-tung, et si on compare avec ce que c'est aujourd'hui, il n'y a pas photo. Le Chinois moyen, à l'époque de Mao Tse-tung, il y avait beaucoup de pauvreté. Aujourd'hui, la pauvreté a été beaucoup éradiquée en Chine et il y a de plus en plus de Chinois qui vivent à peu près normalement. Donc, est-ce que Xi Jinping, pour l'instant, fait du bien à son pays? Oui, d'une certaine manière. Après, on me dit, ouais, mais le crédit social. Enfin, j'ai dit, vous rêvez, là, quand vous parlez de crédit social. Vous pensez qu'en Europe, on n'est pas dans le crédit social, mais bien sûr que nous y sommes en plein dedans. Il y a quelquefois, ça me laisse pantois parce que j'ai l'impression que les gens ne réalisent pas. Je vais donner un exemple concret. Voilà. Il y a 15 jours de cela, donc c'était dimanche. Un dimanche, c'est un samedi déjà. Je pars à Tourcoing, invité par une assoce pour faire une conférence. Et le lendemain, je suis invité à Bruxelles, dans l'association Bon Sens de Belgique. Ah, je me dis super, ça faisait 16 ans que j'avais pas mis les pieds à Bruxelles. Heureusement que j'ai quelqu'un à Tourcoing, quelqu'un qui était dans la salle, qui me dit, mais attention, hein, si vous allez à Bruxelles, il faut déclarer votre véhicule. Je me dis quoi? Déclarer mon véhicule? Quoi? Comment? Pourquoi? À qui? À quoi? Bref. Il m'a dit, oui, il faut aller sur Internet, c'est le site du Grand Bruxelles, et il faut déclarer votre véhicule, il faut envoyer la carte grise, et il faut prouver que votre véhicule peut rentrer dans la zone à faible émission de serre bruxelloise, c'est-à-dire c'est Bruxelles et c'est les 19 communes aux alentours. Et il faut le déclarer, parce que si vous ne le déclarez pas, vous prenez 150 € d'amende. Ah ouais? Ah bon? La vache! Et si en plus vous rentrez dans la zone à faible émission de serre de Bruxelles avec un véhicule non conforme, c'est-à-dire quelque chose qui serait pour ceux qui rentraient dans Paris, par exemple, avec une vignette numéro 4, c'est-à-dire diesel, et avec tous les points en rouge, bon, c'est 350 € d'amende. Quand même. Alors, au début, j'y croyais pas. Je me dis, non, c'est une blague. Alors, heureusement, j'ai un véhicule relativement récent. Bien. Effectivement, je tombe sur le site internet de Bruxelles. La vache, il faut tout déclarer. Ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, très bien, monsieur, vous avez le droit de rentrer dans Bruxelles. La vache, je me suis dit, mais c'est une blague ou quoi? Et le lendemain, donc, j'ai pris la route pour aller à Bruxelles, par l'autoroute. Et là, je suis resté scotché parce que, au niveau répression, alors bonjour le crédit social, puisque en fait c'est pour ça que je vous ai expliqué cet exemple, c'est que bonjour le crédit social, c'est que c'est une succession quand on passe la frontière belge de radar automatique, radar de tronçon, radar automatique, radar de tronçon, mais ils se suivent. C'est pire qu'en France, j'ai jamais vu un truc pareil, jamais. En France j'ai vu beaucoup de radars, mais à ce point-là quand même pas autant. Là ça se suit, tac tac tac, et avant d'arriver à Bruxelles, donc je ne sais pas, peut-être à 15-20 bandes de Bruxelles, avant d'arriver sur le ring, ce qu'ils appellent le ring, le fameux périphérique bruxellois, il y a des portiques entiers avec des caméras qui filment toute la journée le flux des voitures. Et ce sont ces caméras qui filment la plaque d'immatriculation et qui envoient le PV si jamais vous avez eu le malheur de franchir le portique sans avoir déclaré la voiture. Et c'est 150 € si vous avez une voiture conforme, quand même, 150 €, on n'a pas gagné la journée, hein. Et c'est 350 € si le véhicule est non conforme. Waouh! Alors si c'est pas du crédit social, ça, je sais pas ce que c'est. Mais c'est du crédit social à la belge, quoi. Sauf que, un crédit social à la belge, ça nous pend au nez comme un sifflet de dessous, parce que maintenant, les grandes villes françaises, comme Paris, Lyon, et je sais plus quelle autre ville, Montpellier, je crois, etc., et même Rouen, d'ailleurs, récemment, commence à effectivement vouloir se mettre dans la ligne de villes à faible émission de gaz de serre. Donc ils vont nous balancer des portiques sans arrêt, de plus en plus, et ils filment les plaques, et hop, on reçoit le PV à la maison. Ah, mais il faut quand même le faire. Moi, il y a 16 ans de cela, je suis allé à Bruxelles, avec une ZX diesel pourrie.
me dis, mais aujourd'hui, je pourrais plus aller à Bruxelles avec une ZX diesel. Pourtant, elle marchait bien, ma ZX diesel. Elle polluait pas plus que ça, tes diesel, quoi. Voilà. Ben aujourd'hui, impossible. Si j'allais à Bruxelles, c'est 350 € d'amende, quand même. Non, mais il faut quand même le faire. Alors, si c'est pas du crédit social, je sais pas ce que c'est, ça. Donc voilà. Et puis, pour les Jeux Olympiques, là, en 2024, que toutes les chaînes de télé nous en rabattent les oreilles, c'est quand même la reconnaissance faciale à tous les coins de rue, hein. Donc, merci pour le crédit social. Alors, je dis pas que c'est bien, hein, le crédit social à la chinoise dans les grandes villes, je dis pas que c'est bien, mais je dis simplement attention. En Europe, on est en plein dedans. Et puis, ça va pas s'arranger. Donc, finalement, on a peut-être, c'est peut-être pas utile d'aller voir un peu la paille dans l'œil du voisin quand on commence, nous, à avoir une énorme poutre dans la nôtre, hein. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça le truc. Alors après, pour les BRICS, pour en revenir un peu à la question, de toute façon, les BRICS, moi, tant qu'il y a des dirigeants qui font le bien des peuples, c'est parfait. Qu'est-ce que veulent ce genre de dirigeants, que ce soit Vladimir Poutine, Xi Jinping ou même Bachar el-Assad en Syrie? Ils veulent essayer de faire en sorte que leur peuple aille bien. Bon, après, on peut leur reprocher ce qu'on veut, hein, c'est pas le souci. Mais contrairement à un Joe Biden qui ne veut pas le bien du citoyen américain, ou contrairement à un Emmanuel Macron qui fait tout pour nous pourrir la vie, et qui fera tout de toute façon pour enrayer le fait que la France aille bien, et au contraire, il est en train de la dépecer, je ne peux faire que le distinguo entre effectivement le monde des BRICS et multipolaire, donc, et le monde unipolaire. Donc, vous avez compris, hein, je pense que mon vœu le plus cher, c'est que ce soit le monde multipolaire qui gagne. Alors, c'est pas gagné parce que le front en Ukraine s'enlise un peu. Il faut dire qu'avec les tonnes de milliards que les USA et l'UE envoient, c'est pas évident. S'il n'y avait pas cette aide financière et d'armement, la question aurait été vite réglée. Et puis, en ce moment, avec le nouveau conflit israélo-palestinien, est bien évident que rien n'est joué, et ça peut même fragiliser un peu les BRICS. On finit par se demander si c'est pas un peu voulu à la base, d'ailleurs, parce que en réalité, il y a des pays dans les BRICS qui soutiennent effectivement Israël et d'autres qui ne soutiennent pas, et qui soutiennent la Palestine. Donc on finit par se demander si tout ça, c'est pas un peu ça a certainement été un peu voulu, etc. Bon, je fais référence ici au président indien Modi qui a renouvelé donc son soutien à Israël, pendant qu'effectivement d'autres pays des BRICS ont dit on soutient la Palestine. Donc ça, c'est un peu compliqué en ce moment. C'est un peu compliqué. Donc, vous ne voyez pas de faille dans cette nébuleuse du mondialisme, de l'oligarchie que vous avez décrite, très puissante financièrement? Si, il y a des failles. À partir du moment... Déjà, c'est 12 000 personnes, BlackRock, comme je l'ai mentionné. 12 000 personnes face à des milliards de gens, c'est peu. Ensuite, c'est 5 000 ordinateurs. Qui dit ordinateur dit fragilité, dit virus, dit possibilité de hackers qui viendraient jouer les troubles faits. Donc en fait, rien n'est joué. Rien n'est joué, et puis comme je l'ai peut-être un peu souligné en parlant de BlackRock, c'est pas gagné que l'hégémonie du dieu dollar continue à se maintenir. Donc s'il ne se maintient pas, il va y avoir des transactions planétaires en yuan, la monnaie chinoise, éventuellement en rouble. Donc ça va pas faire le jeu de BlackRock. Donc effectivement, ce sont des colosses, certes, mais au pied d'argile. Tout peut arriver. De toute façon, le futur n'est pas écrit. Donc tout peut arriver. Tout peut changer. En lisant votre livre, nous avons malheureusement constaté qu'il y avait beaucoup de noms français. Est-ce que l'oligarchie française est un moteur de ce mondialisme? Ah bah c'en est un, oui, bien sûr. De toute façon, je dis pas que c'est le seul, hein, mais c'en est un, oui, bien, oui. Bah, la France je parle au passé déjà, faisait partie quand même des pays les plus riches de la planète. Je dis faisait parce que depuis 2 décennies, là,
ma foi, ce n'est plus le cas. Mais oui, oui, absolument. Est-ce qu'on peut parler d'une servitude volontaire de la part des peuples? Vous nous avez dit que vous constatez qu'il y a peu de gens qui dessillent les yeux. Est-ce qu'il y a donc, selon vous, une servitude volontaire par rapport à tout ce qui est en train de se mener, de se construire financièrement, économiquement, en termes de santé publique? Il y a une non-information. Le problème, c'est que il y a trop de gens scotchés devant les journaux télévisés, par exemple. Je parle en France, mais je pense que c'est exactement le même problème en Europe, aux États-Unis aussi d'ailleurs, et quelque part en Asie, pourquoi pas. Mais il y a trop de gens qui sont scotchés devant les journaux télévisés. En France, rien qu'au niveau du JT de TF1, France 2, France 3, enfin les 3 JT là, il y aurait à peu près, ça représenterait 20 millions de gens scotchés tous les jours, quotidiennement, devant ces 3 JT. On parle même pas ici de BFM TV, de CNews, etc., de TPMP, enfin bon bref. On est vraiment donc 20 millions de gens qui vont travailler le matin, qui rentrent le soir et qui allument la télé et qui se tapent le journal télévisé. C'est quand même une sacrée propagande. Ça veut dire que le problème, c'est que leur unique source d'information, c'est ça. Ce sont des gens qui ne vont pas jeter un œil du tout sur les médias libres indépendants. Donc, même sur des livres avec des écrivains qui dénoncent certaines choses, comme moi ou d'autres d'ailleurs. Donc voilà, on est confronté vraiment à un réel problème. Alors, c'est vrai que quand il y a un ordre qui arrive de la doxa gouvernementale, bah, ces gens-là vont le suivre. Ils vont même pas se poser une question. C'est comme ça que les gens ont suivi des ordres débiles. C'est comme ça que les gens... Demain, le grand problème demain, c'est que si ça recommence, peu importe que ce soit d'ailleurs sous la forme d'un virus ou que ce soit aussi sur un réchauffement climatique ou une récession énergétique, enfin peu importe, je suis intimement persuadé que demain, le folklore, ce folklore, entre guillemets, peut recommencer. C'est évident, avec son cortège de folie, parce que c'est de la folie, quoi. D'obéir à ce point-là à des ordres complètement non surveillés, parce qu'en fait, c'est ça, hein. C'est vraiment de la folie. Donc effectivement, le problème, il est là. Alors après, il y a une minorité de gens qui, heureusement, gardent un œil ouvert. Il y a aussi de plus en plus de gens qui se réveillent, certes, mais la majorité des gens, voilà. C'est beaucoup une référence à l'autorité aussi, hein, je veux dire. Hein. C'est-à-dire que j'en reviens un peu à l'OMS, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, ou morbide de la santé, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais comment les gouvernements de la planète ont obéi comme un seul homme, entre guillemets, à l'OMS? Ben parce qu'en fait, l'OMS représente une autorité en matière de médecine et de scientifiques médicaux. Et c'est incroyable, mais une organisation internationale peut faire plier effectivement tous les pays. Et c'est si vrai que j'avais été surpris parce que cette histoire d'épidémie, entre guillemets, j'avais bien suivi. Même le Bhoutan, un des 3 petits pays coincés entre l'Inde et le Népal, avait confiné. Alors ça, Bhoutan qui nous est vendu comme le pays le plus heureux du monde depuis des années. Absolument. Et ben le Bhoutan, un beau jour, c'est tombé, parce que moi je tenais une chronologie de jour par jour de toute cette affaire, que ce soit en 2020, 2021, et je me suis arrêté en 2022, parce que là j'en ai eu un peu marre, et j'avais vu passer ça une journée. Le Bhoutan, alors ils avaient ils doivent avoir un blindé, c'est-à-dire un blindé. Pas un char, mais un véhicule blindé. Ils l'ont mis à la frontière du Bhoutan, de leur pays, et ils ont confiné. Je dis, non mais c'est une histoire de fou, le Bhoutan. C'est vrai que, ouais, pour que le virus grimpe jusqu'au Bhoutan,
fallait quand même se le faire, quand même, quoi. Surtout qu'en plus, c'est pas des gens qui vont voyager beaucoup à l'étranger, quand même. Et puis à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de touristes, certainement pas, puisque c'était impossible de prendre un avion et d'aller se promener. Donc, ben, ils ont confiné. Donc c'est là qu'on finit par se dire, ah ouais, quand même, il y a une puissance énorme de la part voulue de l'OMS, qui est une organisation mondiale internationale. C'est intéressant quand même. Hein. Alors, Claude Janvier, vous nous parlez d'histoire de fous. Dans votre livre, vous expliquez comment les opposants politiques sont psychiatrisés, ce qui permet d'éviter le débat et parfois de les interner en asile. Alors, me vient une question. Sommes-nous fous, Claude Janvier, ou vivons-nous dans un monde de fous? Ah, ben pour employer un terme de mon ami Lucien Cerise, je crois que nous vivons dans un asile psychiatrique à ciel ouvert. Ça, c'est quasiment sûr. Ah, ça, c'est même certain. Non, nous, on n'est pas fous. Non, ceux qui se posent des questions sont aux antipodes d'être fous. En revanche, sur le reste de la population, avec les dirigeants, oui, c'est un peu compliqué. Ouais. On est dans un asile psychiatrique assez ouvert. Et ça, c'est dramatique. Ça, c'est vraiment dramatique. Alors, c'est vrai que je traite un peu de la psychiatrie dans mon ouvrage. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui traitent de ce sujet, parce que ça aussi, c'est un sujet qui passe vraiment inaperçu, qui fait partie des meubles. Et en réalité, cette pseudo-science, parce que c'est vraiment tout sauf une science, a quand même beaucoup de sang sur les mains. Donc je détaille un peu ça dans mon livre, que ça soit au moyen d'expérimentation pour aller farfouiller dans le cerveau avec des pics à glace, ou que ce soit au moyen d'électrochocs, les électrochocs ont toujours cours dans les hôpitaux psychiatriques, il faut le savoir. Hein. Alors ils appellent plus ça un électrochoc, ça fait plus chic aujourd'hui, ils appellent ça une sismothérapie. Eh oui, ah ma chérie, une petite sismo aujourd'hui. Bon bref, mais c'est peut-être plus chic comme terme, mais c'est toujours aussi choc. Ça veut dire qu'en fait ça vous crame les neurones. À part le fait de vous cramer les neurones, ça n'a aucun intérêt. Et ça ne guérit certainement pas. Mais c'est toujours fait dans des hôpitaux psychiatriques. Alors quand j'ai posé la question à des psychiatres, ils m'ont dit « Oh non », j'ai dit « Si ». Et il y en a quand même un ou deux qui m'ont dit « Non, c'est vrai, on en fait de temps en temps. Ouais. » Bon, bah, j'ai dit « Voyez, est-ce que ça guérit ?» Grande question, non, ça guérit pas. Ah, il y en a un qui m'a dit un jour, oui, ça calme. Ah bah oui, c'est sûr, quand on vous grille les neurones, oui, ça calme. Ouais. Mais ce qui n'empêche pas la personne après de revenir un peu à la normale, entre guillemets, mais en attendant, elle a eu quelques neurones de cramés. Donc c'est vrai que c'est pas une vraie science. En réalité, c'est un peu le bras armé des laboratoires psychiatriques, des laboratoires pharmaceutiques, pardon. Pourquoi je dis ça? Parce que qui prescrit les tranquillisants et les somnifères et les neuroleptiques? Bah, c'est beaucoup les psychiatres. Ah, les médecins aussi, mais dans une large mesure, c'est quand même les psychiatres. Et en France, pour ne parler que de la France d'ailleurs, parce que pour les autres pays, j'en sais rien, on consomme quand même 122 millions de boîtes d'anxiolytiques et de psychotropes par an, sur une population de 66-67 millions d'habitants. C'est énorme. Ça veut dire que, hormis, alors si on retire déjà les gens qui n'en prennent pas, et puis si on retire aussi les enfants qui, j'ose l'espérer, j'espère pour eux que ils ne prennent pas non plus d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs, ça fait quand même, ceux qui en prennent, ils en prennent beaucoup. Et donc, ça a un effet, c'est une drogue, hein, c'est une drogue légale. Alors, si on couple ça avec les drogues illégales sur le marché, on se rend compte quand même que la majorité des gens est droguée aujourd'hui. Ce qui n'arrange rien au niveau de l'intellect et de réfléchir. Donc voilà, c'est un gros problème. En revanche, ça fait beaucoup travailler le laboratoire pharmaceutique. Parce que qui dit boîte de psychotropes vendus, dit on engrange effectivement beaucoup de bénéfices. Il y a quand même eu pas mal de scandales là-dessus. Hein. Quand vous regardez que l'Oxycontin, par exemple, ça je le cite pas dans mon livre, mais ça a défrayé la chronique aux États-Unis. C'était un antidouleur, c'était super comme antidouleur. C'était un mélange de morphine et de LSD.
détonnant. Les mecs qui prenaient ça, ils allaient... non, d'opium, pardon. C'était un mélange de LSD, non. C'était un mélange de morphine et d'opium. Ah ben c'est sûr que ça calme la douleur. Mais ça calmait tellement la douleur que les mecs sont devenus accros très vite. Ils sont drogués, quoi. Et ça a quand même défrayé la chronique un peu aux États-Unis quand même plus tard, parce que des gens se sont battus pour que ça la défraye un peu, mais en attendant, des gens sont morts, ils sont morts d'overdose, etc. Et le laboratoire, entre-temps, a fermé ses portes, mais l'Oxycontin est toujours sur le marché. C'est quand même très intéressant. Et le papa, d'ailleurs, de l'Oxycontin, c'est un psychiatre. Oh, c'est étonnant. Il a fait qu'ailleurs, à l'époque, dans les années 60, quelques lobotomies, parce que ça aussi, c'était une pratique intéressante que je décris dans mon livre. J'en parlerai pas parce que ça fait faire des cauchemars, mais ça peut faire des cauchemars comme pratique barbare, mais voilà. Donc c'est vrai que ça méritait d'être vraiment mentionné, parce que c'est pas neutre. Et effectivement, c'est pratique un hôpital psychiatrique. Vous pouvez enfermer qui vous voulez. C'est très rapide pour enfermer quelqu'un. Il suffit de 2 signatures d'un toubib en France, tac, tac, et d'un préfet, et zou, vous vous retrouvez dans un hôpital psychiatrique. Il faut savoir quand même que quand vous êtes dans un hôpital psychiatrique, vous n'êtes rien. Vous n'êtes plus rien. On peut vous oublier. C'est-à-dire que si personne vient vous voir, vous êtes enfermé dans un hôpital psychiatrique, vous êtes et vous recevez des camisoles de force, c'est-à-dire des camisoles chimiques. Ça veut dire qu'on vous bourre de tranquillisants, d'antidépressants, de machin, ce qui fait que vous êtes un zombie. Donc effectivement, vous apercevez plus de grand-chose. Et puis alors, en plus d'être sous camisole chimique, si on vous fait une petite sismothérapie en plus, alors là, vous avez le pompon, vous avez la camisole chimique et l'électricité dans la tête. Fantastique. Mais c'est vrai que c'est très, très dangereux. J'ai visité un jour un hôpital psychiatrique. Visité, hein, j'ai pas été interné. Ça m'a fait froid dans le dos. J'ai regardé les cellules capitonnées, c'est étrange quand même. On est dans un autre univers, vraiment dans un autre univers. Donc voilà, c'est un outil très dangereux au service malheureusement des laboratoires pharmaceutiques. Alors, chers auditeurs, chez nous, pas de sismothérapie, mais une bibliothérapie avec les démasqués de Claude Janvier, le souci qui dirige réellement le monde, et c'est chez K Éditions. Claude Janvier, on vous remercie d'être à nouveau venu nous présenter votre livre. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité à tous les deux. Et comme je le dis toujours, bravo pour ce que vous faites, parce que sans vous et sans les médias libres indépendants, ma foi, il n'y aurait pas d'informations qui circuleraient. Donc bravo à vous deux, un grand merci de le faire en tout cas, et je reviens quand vous voulez. Chers auditeurs, on vous dit à bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.